La poigne de fer de l'Allemagne. Nous avons rassemblé tous les modèles, des véhicules blindés de transport de troupes rapides qui ont permis la guerre éclair aux imposants mais redoutables chars Tigre Royal. Voici comment l'acier de la Wehrmacht a évolué. Commençons notre analyse par les chars de combat, les célèbres Panzer. Le Panzer I, initialement conçu comme un simple véhicule d'instruction militaire, fut précipité au combat lors des offensives en Pologne et en France. Équipé uniquement de 2 mitrailleuses et doté d'un blindage dérisoire, il comptait exclusivement sur sa vélocité et son nombre pour survivre. Le Panzer II représentait une solution provisoire qui devint paradoxalement l'épine dorsale des premières campagnes éclair. Ce char arborait un canon automatique de 20 mm redoutable contre les véhicules légers et l'infanterie. Bien que dépassé ultérieurement dans le conflit, son châssis s'avéra précieux pour les canons automoteurs. Le Panzer 35T, confisqué suite à l'annexion de la Tchécoslovaquie, était un char d'origine tchèque réputé pour sa fabrication excellente et sa transmission pneumatique. Il servit remarquablement durant les premières campagnes, reconnaissable par l'espace caractéristique derrière ses galets de roulement. Le Panzer 38T était considéré comme l'un des meilleurs chars légers du début de la guerre. Ce véhicule de conception tchèque démontrait une fiabilité exceptionnelle et une puissance de feu impressionnante grâce à son canon de 37 mm. Son châssis robuste devint par la suite la base du célèbre chasseur de chars Hetzer. Le Panzer III fut développé comme le principal chasseur de chars allemands. Ce char utilisait une tourelle triplace pour une efficacité tactique supérieure. Bien que son armement principal peinait face au blindage soviétique, il établit la norme pour l'agencement des équipages de chars moyens. Le Panzer IV incarnait le véritable cheval de bataille de la Wehrmacht, étant l'unique char allemand produit durant l'intégralité du conflit. Constamment modernisé et renforcé, il combattit sur tous les fronts jusqu'en Russie. Le Panther fut créé en réponse directe au redoutable T-34 soviétique. Ce char combinait harmonieusement un blindage incliné, une mobilité remarquable et un canon de 75 mm à haute vélocité. Malgré des problèmes mécaniques initiaux durant sa mise au point, il est universellement reconnu comme l'un des meilleurs chars moyens de la Seconde Guerre mondiale. Le Panzer Sea Tiger I, véritable légende du blindage lourd, semait la terreur parmi les équipages alliés grâce à son blindage massif et rectangulaire ainsi que son redoutable canon de 88 mm. Bien que lent et exigeant en entretien, il pouvait dominer complètement le champ de bataille à longue portée. Le Panzer Sea Tiger II, surnommé Tigre Royal, constituait un monstre colossal de 70 tonnes, fusionnant le blindage épais d'un char lourd avec la conception inclinée du Panther. Pratiquement invulnérable aux tirs ennemis de face, son poids astronomique détruisait les ponts et martyrisait son propre moteur. Poursuivons avec les chasseurs de chars et canons d'assaut. Le STUG-3 fut créé en supprimant la tourelle du châssis du Panzer III, donnant naissance à un canon d'assaut au profil surbaissé. Il devint le véhicule blindé allemand le plus fabriqué du conflit, excellant dans le rôle de prédateur embusqué. Le Jagdpanzer 38T, Hetzer, compact, anguleux et difficile à repérer, représentait un chasseur de chars économique bâti sur le fiable châssis tchèque 38T. Son blindage incliné et sa mitrailleuse télécommandée en faisaient une désagréable surprise pour les troupes alliées en progression. Le Jagdpanzer IV, surnommé le canard de Guderian en raison de son oscillation caractéristique vers l'avant, abritait le puissant canon de 75 mm à long tube. C'était une arme défensive mortelle capable d'engager les chars ennemis tout en demeurant dissimulée. Le Marder II naquit lorsque les blindés allemands affrontèrent les blindages soviétiques renforcés, en montant un lourd canon anti-char sur un châssis obsolète de Panzer II. Cette solution improvisée à toit ouvert fournissait une puissance de feu désespérément nécessaire. Le Marder III exploitait le châssis tchèque 38T, en y installant des canons soviétiques capturés ou des PaK 40 allemands pour combattre sur le front oriental. Malgré l'exposition de son équipage aux intempéries, son armement pouvait neutraliser la majorité des chars alliés. Le Nashorn, baptisé Rhinocéros, consistait essentiellement en un canon de 88 mm à long tube monté sur un châssis léger. Il ne possédait pratiquement aucune protection blindée, comptant entièrement sur sa capacité à abattre les chars ennemis depuis des distances extrêmes. Le Jagdpanther, fréquemment désigné comme le meilleur chasseur de chars du conflit, mariait harmonieusement l'excellent châssis du Panther avec le létal canon de 88 mm. Il offrait un équilibre parfait entre vélocité, protection blindée et puissance de feu. Le Ferdinand Elefant, construit sur des coques de Tiger Porsche rejetées, constituait un brise-bunker lourdement blindé et doté d'une transmission essence électrique unique. Pratiquement indestructible de face, il était initialement dépourvu de mitrailleuses pour se défendre contre l'infanterie. Le Jagdtiger, le véhicule blindé de combat le plus massif à avoir servi opérationnellement, embarquait un gigantesque canon de 128 mm capable d'anéantir n'importe quel char. Néanmoins,
Il représentait un cauchemar logistique, tombant fréquemment en panne avant d'atteindre le champ de bataille. Poursuivons avec l'artillerie automotrice et la défense antiaérienne. Le Panzerjäger Ibison incarnait une expérimentation précoce en artillerie mobile, montant un lourd canon d'infanterie de 15 cm sur un minuscule châssis de Panzeri. Il était comiquement déséquilibré et surchargé, mais fournissait un appui-feu mobile lourd durant les premières années du conflit. La Wesp, signifiant guêpe, transforma avec succès le Panzer II obsolète en pièce d'artillerie légère. Rapide et mobile, elle pouvait tirer puis déguerpir, suivant le rythme des divisions blindées pour délivrer un soutien immédiat. Le Hummel, baptisé Bourdon, transportait un obusier lourd de 15 cm sur un châssis hybride Panzer III et IV. Il délivrait des tirs indirects dévastateurs, mais disposait d'un stockage limité de munitions. Le Grille, signifiant grillon, montait directement un canon d'infanterie lourd sur le châssis Tchèque 38T. Il permettait aux unités d'infanterie de pulvériser les fortifications par tir direct. Le Sturmpanzer IV Brimbard, surnommé le Grincheux ou l'Ours Grizzly, était un véhicule anguleux spécifiquement conçu pour le combat urbain. Son canon à tube court et gros calibre était optimisé pour raser les bâtiments et pulvériser les bunkers. Le Sturmtiger représentait une bête rare bâtie sur le châssis du Tiger I, tirant une massive charge de profondeur autopropulsée de 380 mm. Il était conçu pour anéantir des quartiers entiers d'une seule salve durant les soulèvements urbains. Le Flakpanzer IV Wirbelwind, signifiant tourbillon, arborait une tourelle distinctive à ciel ouvert abritant 4 canons anti-aériens de 20 mm. Il créait un mur de plomb dévastateur contre les appareils volants à basse altitude et les cibles terrestres vulnérables. Le Flakpanzer IV Ostwind, améliorant les conceptions antérieures, employait une tourelle hexagonale équipée d'un unique canon flak puissant de 37 mm. Cela lui permettait d'engager les aéronefs à des portées supérieures à ses prédécesseurs quadritubes. Le Flakpanzer 38T représentait un véhicule antiaérien transitoire montant un seul canon de 20 mm à l'arrière d'un châssis 38T. Il souffrait d'une protection blindée extrêmement limitée, laissant l'équipage dangereusement exposé au mitraillage aérien. Poursuivons avec les semi-chenillés blindés et tracteurs d'artillerie. Le SD.KFZ 251 Hanomag constituait l'iconique semi-chenillé servant de taxi de combat au panzergrenadier. Grâce à son blindage incliné et sa capacité tout-terrain, il permettait à l'infanterie de suivre le rythme des chars et de se déployer en sécurité au cœur de la bataille. Le SD.KFZ 250, petit cousin du Hanomag, était un semi-chenillé raccourci utilisé principalement pour la reconnaissance et les rôles de commandement. Sa taille compacte le rendait agile, servant efficacement comme véhicule éclaireur. Le SD.KFZ 7, tracteur moyen, était un semi-chenillé de 8 tonnes crucial pour remorquer le célèbre canon flak de 88 mm et les obusiers lourds, avec des sièges disposés en amphithéâtre pour l'équipage. C'était une vision commune sur tous les fronts. Le SD.KFZ 9 Famo incarnait le poids lourd de l'armée allemande, un semi-chenillé massif conçu pour récupérer les chars endommagés. Il fallait souvent 2 ou 3 engins enchaînés ensemble pour extraire un Tiger enlisé dans la boue. Le SD.KFZ 10, tracteur léger, était un semi-chenillé largement employé pour tracter les petits canons anti-chars comme le PaK 36 et PaK 38. Il était maniable et produit en grand nombre pour mécaniser les unités d'artillerie légère. Le SD.KFZ 11 représentait le tracteur d'artillerie légère standard. Le SD.KFZ 11 était chargé de tracter les obusiers de campagne et les lance-roquettes Nebelwerfer. Il comblait l'écart entre les tracteurs légers et moyens. Le SD.KFZ 2 Kettenkrad représentait un hybride unique entre une motocyclette et un véhicule chenillé. Le Kettenkrad fut conçu pour les parachutistes, mais acquit sa renommée dans la boue du front oriental. Il pouvait remorquer des canons légers et naviguer sur des terrains qui immobilisaient les camions. L'Opel Moltier, face à la boue profonde russe, naquit lorsque les ingénieurs convertirent des camions Opel Blitz standard en remplaçant les roues arrière par des chenilles de Panzer. La mule résultante devint une bouée de sauvetage logistique quand les véhicules à roues s'avéraient inutiles. Continuons avec les véhicules blindés de reconnaissance. Le SD.KFZ 222 était une automitrailleuse légère à 4 roues arborant une caisse blindée angulaire et une tourelle équipée d'un canon de 20 mm rapide et agile sur route. Il constituait les yeux et les oreilles des bataillons de reconnaissance en début de guerre. Le SD.KFZ 231-8, Rad incarnait une automitrailleuse lourde à 8 roues dotée d'une suspension complexe lui permettant de franchir les terrains accidentés. Il possédait 2 postes de conduite, un à l'avant et un à l'arrière, autorisant une fuite rapide sans faire demi-tour. Le SD.KFZ 234 Puma représentait indéniablement la meilleure automitrailleuse du conflit, combinant vitesse élevée,
tourelles fermées et canon anti-char de 50 mm redoutables. Il pouvait surpasser aisément la plupart des véhicules de reconnaissance alliés. Le SD.KFZ 263, véhicule radio basé sur le châssis à 8 roues, arborait une superstructure fixe surmontée d'une vaste antenne cadre. Il servait de centre de communication mobile coordonnant les vastes mouvements blindés. Passons aux utilitaires légers, voitures de commandement et motocyclettes. La VW Schwimmwagen ou Type 166, s'appuyant sur la conception Volkswagen, présentait une coque en forme de baignoire et une hélice escamotable. C'était la voiture amphibie la plus produite en masse de l'histoire, capable de traverser rivières et marécages boueux. La Ster 1500 a représenté une voiture de commandement lourde et robuste à refroidissement par air fabriquée en Autriche, prisée par les officiers et commandant pour sa fiabilité sous tous les climats, particulièrement en Afrique du Nord et en Russie. La Mercedes-Benz G4 incarnait une massive voiture de tourisme de luxe à 6 roues, fréquemment aperçue dans les films de propagande transportant de hauts dignitaires nazis. Elle servait davantage de symbole de prestige lors des défilés que de véhicule de combat. La BMW R75 était une motocyclette lourde spécifiquement conçue pour l'usage militaire, dotée d'une roue motrice de sidecar pour la traction tout-terrain. C'était un cheval de labour durable pour les estafettes et les unités de reconnaissance. Poursuivons avec les camions logistiques et transporteurs. L'Opel Blitz 3.6, légendaire camion cargo, constituait le véhicule de transport principal de la Wehrmacht, reconnaissable à son logo en éclair. Fiable et simple, il transportait tout, des munitions aux troupes, maintenant les lignes d'approvisionnement allemandes en mouvement. Le Krupp Prods KFZ 69, surnommé le boxeur en raison de son moteur 4 cylindres à plat, arborait un capot incliné distinctif sur son châssis à 6 roues. Il était largement employé pour tracter les canons anti-chars légers et transporter l'infanterie motorisée. Le Raupenschleppe OST RSO, spécifiquement conçu pour les conditions brutales du front oriental, était un tracteur entièrement chenillé et lent. Il sacrifiait la vitesse pour la capacité de traîner l'artillerie à travers la boue et la neige russe les plus profondes. Le Henschel 33 représentait un camion lourd à 6 roues entré en service avant la guerre. Solide et résistant, il servait à transporter des charges lourdes et du matériel de génie durant tout le conflit. L'Enet Diesel incarnait un camion diesel standardisé équipé d'une transmission intégrale à 6 roues et d'une suspension indépendante. Bien que mécaniquement complexe, il offrait des performances tout-terrain exceptionnelles pour un véhicule cargo à roues. Finalement, examinons les véhicules spécialisés et de siège. Le Panzerwerfer 42 montait un lance-roquettes Nebelwerfer à 10 tubes au sommet d'un semi-chenillé blindé. Célèbre pour le hurlement terrifiant de ses roquettes, il fournissait un bombardement de saturation mobile. Le Karl Gera incarnait un mortier de siège automoteur monstrueux, tirant un obus de 2 tonnes. Seuls quelques exemplaires furent construits pour percer les forteresses les plus coriaces comme celle de Sébastopol, nécessitant un équipage massif et un support de grue. La mine chenillée Goliath, SD.KFZ 302/303, représentait un minuscule véhicule chenillé télécommandé surnommé le Scarabée. Il transportait une charge explosive destinée à être conduite sous les chars ou dans les bunkers, bien qu'il fût souvent neutralisé en coupant son fil de contrôle.